Merci de rester fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le journal Déficit de financement, défaut de ressources humaines, deux limites, deux mots dans la lutte contre le VIH, le paludisme, le cancer et la tuberculose en Afrique et au Sénégal. Les acteurs sénégalais de la santé alertent et réclament une stratégie financière aux États. Dans ce journal également, nous parlerons de la cherté des factures d'eau et d'électricité. À Dakar et dans le reste du pays, les consommateurs se plaignent. Une pétition a été initiée, une plainte est en cours. Et que pense le syndicat unique des travailleurs de l'électricité de cette situation? Le Sutelec dénonce et estime qu'elle est due à la baisse de la subvention sur le coût de l'électricité. Pour ce qui est du compteur Woyofal, les syndicalistes ne relèvent pas de problème dans le fonctionnement, mais plutôt un manque de communication sur le système de facturation. Réaction du secrétaire général du Sutelec à suivre dans cette édition. Et dans le Tour d'Europe des Lions en France, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye se sont illustrés avec Marseille. En Angleterre, Nicolas Jackson a marqué son deuxième but en championnat avec Chelsea et Idrissa Gana Gueye s'est blessé à l'échauffement avec Everton. Lutte contre le VIH, le paludisme, le cancer et la tuberculose. Les pays africains sont confrontés à un déficit de moyens financiers et de ressources humaines pour mener le combat. Le Sénégal fait partie de ces pays. La situation inquiète les acteurs de la santé. Le comité de suivi de veille et d'alerte demande à l'État de réagir et de mettre en place surtout une stratégie financière. Cheikh Hassan Fall, Anada Bassen et Moussa Dia. Le constat est alarmant. Notre pays manque de ressources financières pour faire face au sida, à la tuberculose, au cancer, mais également au paludisme. Des maladies qui tuent. Babacar Thiam, spécialiste en financement de stratégie de la santé, expert communautaire et consultant international, alerte. Il a été initié une activité à Nairobi dans le cadre du renforcement de la mobilisation des ressources. Parce que, vous savez, la Covid nous a impactés, mais bien avant la Covid, nous avons un déficit de financement pour vraiment gérer certaines pandémies, notamment le palu, le VIH, la tuberculose. D'après lui, seule une infime partie de la population sénégalaise peut supporter les charges sanitaires, ce qui impacte les autres secteurs. Si vous gagnez 200 000 francs et que les 200 000 francs, peut-être les tiers, va dans les dépenses en santé, vous risquerez de ne pas faire une économie. Ce qui va plomber également la prise en charge, par exemple, le logement, la nourriture, mais également aussi la scolarisation donc, des enfants. Investir dans le domaine de la santé, c'est investir dans d'autres domaines, notamment le logement, parce que ça vous permettra de pouvoir faire des économies d'échelle pour développer le capital humain. La situation est d'autant plus inquiétante que 10 pays se sont réunis au Kenya pour se serrer les coudes. C'est considérant cela que les parlementaires se sont réunis, en tout cas 10 pays, 5 pays francophones et 5 pays anglophones se sont retrouvés autour des partenaires comme Waki Al-Jifan et la société civile, y compris la société civile du Sénégal avec le CESBA. Nous nous sommes retrouvés à Nairobi pour présenter une initiative. Peut-être elle n'est pas la nouvelle, mais nous estimons qu'elle peut apporter sa plus-value dans le cadre de la mobilisation des ressources. Le comité de suivi, de veille et d'alerte sonne la mobilisation face à ces maladies qui menacent les pays africains. Le Sénégal doit, d'après les membres, augmenter les ressources financières pour diminuer les risques. Et puis ce lundi matin à Diamniadio s'est ouverte la réunion annuelle des grands challenges 2023 de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et durant 3 jours, les échanges vont tourner autour des innovations technologiques dans le domaine de la santé. De nouveaux investissements pour favoriser la recherche et la technologie de fabrication de vaccins sont attendus. Le chef de l'État Macky Sall, qui a présidé la cérémonie, s'est félicité des efforts du pays dans la recherche et l'innovation. Il est au micro de Babacar Seck.
Il y a des expériences en la matière, dont celle de l'Institut Pasteur de Dakar, IPD, qui fabrique, comme vous le savez, depuis plus de 90 ans, le vaccin contre la fièvre jaune. Au demeurant, l'IPD et l'Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation, IRESSEF, du professeur Mbou, constituent deux de nos laboratoires de référence au Sénégal qui contribuent régulièrement au progrès de la science en matière de santé. En matière d'innovation, il n'y a pas que les sciences. Je voudrais aussi citer un programme spécial connu au Sénégal, le programme Badianou Gox. C'est un programme lancé bientôt il y a près de 15 ans qui met en avant le leadership féminin pour soutenir les politiques publiques dédiées à la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. Les Badianou Gox sont des actrices communautaires préparées par les responsables des services de santé pour servir de conseillères pendant les périodes de grossesse, mais également pendant les périodes d'accouchement et de suivi post-natal. Alors présent à Linguère, où le ministère de la Santé et de l'Action sociale a doté la commune de Labgar d'une ambulance médicalisée. Il satisfait ainsi une vieille doléance de cette localité de la partie nord du pays. La cérémonie de réception a eu lieu en présence de notre correspondant sur place, Nale Diop. Les populations de Labgar poussent un ouf de soulagement. Elles ont accueilli une ambulance médicalisée. Pour elles, c'est la fin d'un calvaire longtemps vécu. Ce geste du ministère de la Santé et de l'Action sociale répond à une vieille doléance. Ambulance tant attendue, je parle bien de plus de 2 décennies qu'on court derrière une ambulance. La voilà, elle est là, elle est arrivée. On ne fait que s'en réjouir. C'est une satisfaction immense que viennent de démontrer les populations de Labgar. Tout le monde, toutes les couches, toutes les communautés, en tout cas Labgar et environnant, manifestent en tout cas leur satisfaction au vu de ce qui s'est passé aujourd'hui. Les femmes enceintes ont déjà payé un lourd tribut. On les évacue à travers des véhicules à tombeaux ouverts, communément appelés Opouya ou laissés passer en poulard. Ils roulaient sur une route latéritique longue de 70 km pour relier l'hôpital Magatte Lô. L'acquisition de cette ambulance va nous faciliter non seulement la prise en charge des urgences obstétrico-néonatales, mais de manière générale la prise en charge de l'ensemble des urgences médicales et obstétricales, de même que les urgences chirurgicales. Les autorités municipales de Labgar convient les bénéficiaires de sauvegarder ce bijou et d'en faire un bon usage au bénéfice des populations. Et pendant ce temps, à Saint-Louis, une association culturelle a initié des journées de consultation ophtalmologique gratuites. Au total, 600 personnes ont été consultées par les spécialistes de l'œil. Une belle réussite pour les organisateurs de cette journée qui réagissent au micro de notre correspondant à Momoralisnian. Nous sommes à peu près à plus de 600 consultations juste après 5 jours. Avec l'arrivée des médecins, Dr Enrique et Isabelle, qui sont des ophtalmologistes espagnols reconnus par leur professionnalisme, mais surtout l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de la population sénégalaise, saint-louisienne et celle de la langue de Barbarie. Dr Enrique et Isabelle ont un projet ici à Ndartout pour ouvrir prochainement un centre ophtalmologique pour mettre à la disposition des populations des lunettes, mais aussi opérer ceux qui ont été détectés de la maladie de cataracte, parce que c'est une maladie qui est très très fréquente au Sénégal et son opération parfois coûte un peu cher. Donc Dr Enrique, Isabelle et ceux qui les accompagnent auront dans un avenir proche à revenir à Saint-Louis pour opérer cette fois-ci les malades qu'ils ont eu dans cette édition-ci à consulter. C'est pour cela qu'avec son aide, nous pensons que nous pouvons commencer à faire ici un projet de collaboration pour amener des équipages pour mettre en marche une optique
pour voir la possibilité de faire des lunettes. C'est un prix bas pour que toutes les personnes ils puissent les acheter. Et aussi pour améliorer la santé visuelle de toute la population. Parlons à présent de la cherté des factures d'eau et d'électricité à Dakar et dans le reste du pays. Les consommateurs se plaignent. Une pétition a été initiée. Une plainte collective est en cours. Les consommateurs ont-ils toujours confiance à la Sénélec? Comment vivent-ils justement cette hausse des factures? La question leur a été posée par Khadija Andat et Cheikh Tidiane Diouf. Rue 27, angle 20 de la Médina. Ici, la cherté des factures d'eau et d'électricité met les habitants dans tous leurs états. Une situation qui aujourd'hui a dégradé le climat de confiance entre distributeurs et consommateurs devant leur maison. Khadija et Mbeital s'alarment. On a un petit appartement et on ne consomme pas beaucoup, mais ils nous amènent des factures d'eau ou d'électricité de 70 000, voire 80 000. Nous nous demandons même si c'est nous qui avons consommé le montant inscrit sur la facture. À ce rythme, nous ne pouvons plus tolérer cette cherté. Il va falloir que ça cesse. C'est pas bon. Et à la question de savoir comment réinstaller un climat de confiance entre distributeurs et consommateurs, les propositions ne manquent pas. Qu'ils nous taxent ce qu'on a vraiment consommé. Il faut qu'ils essaient de régulariser le secteur. Même si pour d'autres, c'est désormais impossible. C'est fini, je ne pourrai plus jamais leur faire confiance. À cause des hausses notées sur les factures d'électricité et d'eau, les habitants de Keur Madiabel ont décidé de ne pas payer leurs factures d'eau, ce qui est à l'origine de violents affrontements. Et qu'en pense le syndicat unique des travailleurs de l'électricité? Le Sutelec dénonce cette situation et estime qu'elle est due à une baisse de la subvention sur le coût de l'électricité. Selon son secrétaire général, l'État doit réagir pour soulager les consommateurs. Le syndicaliste s'est aussi prononcé sur la polémique autour des compteurs Woyofal. Pour lui, il n'y a aucun problème avec ces compteurs, mais la Sénélec doit communiquer davantage sur le système de facturation. Mohamed Habib Aïdara était l'invité de Kenou Askanui. Je propose de l'écouter. Un syndicat est toujours contre une hausse, sauf la hausse des salaires. Donc une hausse sur le prix de l'électricité, sur les denrées de première nécessité, sur le carburant, nous sommes contre. Nous l'avons toujours dit. Maintenant, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le tarif n'a pas bougé du point de vue Sénélec. Mais c'est l'État qui prenait une partie du tarif qui a réduit sa subvention de l'ordre de 100 milliards. Et cette subvention qui a été réduite par l'État a été répercutée sur le prix supporté par le client. Donc nous, on a toujours dit que nous sommes contre cette hausse parce que l'électricité coûte très cher au Sénégal. Et l'État doit faire de sorte que ce soit allégé. Autour de Woyofal, c'est parce que Sénélec n'a pas suffisamment bien communiqué. Mais il n'y a pas d'arnaque comme le soutiennent les clients. Aujourd'hui, si vous achetez un montant, ce montant-là, on vous vend l'électricité à un tarif à la première tranche. Dès que vous dépassez le quota qui est de 150 à la première tranche, vous entrez dans la deuxième tranche qui est beaucoup plus qui est un peu plus chère. Donc si vous êtes dans une deuxième tranche, c'est tout à fait normal que ce que vous aviez gagné en nombre de kilowattheures en achetant 10 000 francs facturés à la première tranche est un peu plus cher, donc vous gagnez moins de kilowattheures dans la deuxième tranche comme dans la troisième tranche. Donc il n'y a pas eu d'arnaque, c'est parce que le client n'a pas une claire vision de comment est réparti son argent. Son argent est réparti entre l'énergie consommée sur les trois tranches. Ensuite, il y a les différentes taxes, dont la taxe communale, la taxe TVA, éventuellement à la troisième tranche, et la taxe et la redevance. Autre fait qui préoccupe les populations sénégalaises, la récurrence
des effondrements d'immeubles dans la capitale sénégalaise. Par exemple, il y a quelques jours, un immeuble de 9 étages en construction s'est effondré sur la VDN. Dans le reportage que vous allez suivre tout de suite, des citoyens demandent aux autorités compétentes de réagir avant que le pire ne se produise. Nyanya Dioufnian et Sidignan. C'est un bâtiment de 9 étages qui s'effondre lentement mais sûrement, situé dans un quartier animé non loin de la VDN. Le danger est réel, 2 étages ne tiennent plus. Bon, c'est une grande préoccupation, c'est une question de sécurité publique d'abord, avant d'être une sécurité individuelle pour nous les usagers du garage. Donc c'est une question qu'il urge vraiment de régler le plus rapidement possible pour que les constructions puissent répondre aux normes. L'autorité doit prendre les devants, dit-il. Et aux autorités aussi de prendre les devants et de pouvoir prendre le taureau par les cornes et de mettre les bâtiments en construction aux normes, mais aussi sécuriser l'espace, l'environnement. Il faut sécuriser l'environnement qui permet aux entrepreneurs de construire en toute quiétude, sans cohabiter avec le public, les usagers, les riverains, les passants. Inquiet, en cause les récents événements qui se sont passés non loin de la Cour suprême. Donc on est stressé, on est sur le qui-vive et on demande à l'État, à l'autorité de prendre toutes les mesures idoines pour mettre un terme à ce phénomène. Mais de toute façon, nous sommes dans le qui-vive, c'est une peur qui nous hante tout le temps. La population riveraine demande de l'aide. Cet immeuble en construction empêche les habitants de dormir du sommeil du juste. Et à Porokhane, le village de Darou Mouniagen a bénéficié de la construction d'un centre d'éveil et d'éducation préscolaire. L'établissement a une capacité d'accueil de 90 enfants. Les travaux sont à 90% de taux d'exécution. Le démarrage des activités est prévu d'ici le mois de décembre. Sekou Diallo et Astombaye pour les détails. Les crèches sont très importantes pour la formation des enfants en bas âge au Sénégal, car elles offrent un environnement sûr et stimulant pour les tout-petits en favorisant leur développement cognitif, social et émotionnel et permettant aux parents de concilier activités génératrices de revenus et vie familiale. Pendant longtemps, les populations de Porokhane réclamaient des infrastructures pouvant accueillir ces enfants. La municipalité de Porokhane a réceptionné des ouvrages d'une capacité de 90 tout-petits. Parce qu'on ne peut jamais aspirer à un développement économique durable sans pour autant mettre devant les femmes, la gente féminine. Et nous avons essayé tant soit peu de faire avec les moyens de bord. Nous avons formé 137 groupements de femmes. Et après la formation, nous avons eu à financer 107 groupements de femmes à hauteur de 1 million par groupement. Ça fait 107 millions. Et maintenant, ces femmes-là travaillent très dur, mais ils avaient un blocage. C'est le problème de la garderie des enfants. Cet établissement dédié aux enfants est à 90% d'exécution des travaux. Nous avons 3 salles de classe pour les grandes sections et petites sections. Nous avons des blocs sanitaires. Nous avons aussi des magasins de stockage, donc pour garder le matériel. Et aussi nous avons la direction avec aussi des blocs sanitaires pour la direction. Donc c'est composé à 2 niveaux. Donc au niveau du premier niveau, nous avons les deux salles de classe qui sont déjà prêtes. Et les 10% qui restent pour terminer les travaux, c'est au niveau du premier étage. Une réception provisoire, mais le matériel didactique est déjà sur place. Oui, nous avons du matériel en quantité et en qualité. Et nous avons réceptionné ce matériel depuis très longtemps. Le personnel sera disponible d'ici peu de temps pour démarrer les cours avec les tout-petits avant décembre. Politique, élection présidentielle de février 2024. L'Union des coordinations du Parti socialiste de Rufisque ne compte pas soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Les socialistes de la vieille ville déplorent le manque de concertation et d'ambition du secrétariat exécutif national de leur parti. Abdou Karim Mbeng, secrétaire de l'Union de coordination PS de Rufisque, est au micro de Babacar Seck. Les procédures en vigueur voudraient que toute décision concernant la participation du parti à cette élection majeure résulte d'une consultation de toutes les coordinations de base, à savoir les coordinations. Comme nous l'avons constaté,
cette procédure n'a pas été respectée. Seul le secrétariat exécutif national et le bureau politique se sont réunis pour proposer que, écoutez bien, que le parti ne présente pas de candidat socialiste. Que le parti ne présente pas de candidat socialiste à la candidature de Benno Bokk Yakaar, malgré la présence de 11 candidats issus d'un même parti. Ces deux structures proposent donc de soutenir le candidat désigné par le président de la coalition Benno Bokk Yakaar. Ici à Rufisque, nous avons mené une large concertation avec beaucoup de camarades au sein des coordinations, les mouvements citoyens politiques qui ont les mêmes visions que nous. Nous avons décidé de ne pas suivre cette position du secrétariat exécutif national et du bureau politique. Nous ne parrainerons pas le candidat proposé par le parti qui n'a pas respecté les procédures en vigueur et qui refuse systématiquement de retenir une candidature socialiste. Et à Sédhiou, c'est dans le sud du pays, des jeunes du village de Koussi réclament ton stade. Ils ont exprimé la doléance lors de la cérémonie de réception des subventions des ASC. Plus de détails dans cette correspondance d'Ousmane Demba. En remettant ses équipements sportifs aux arbitres et une vingtaine d'ASC de la commune de Koussi, le maire entend ainsi traduire l'attention particulière qu'il accorde aux jeunes à travers le mouvement associatif. Après avoir remis des équipements et une enveloppe consistante aux équipes représentantes de la commune pour les phases nationales de longue gamme. Et nous sommes là aussi aujourd'hui pour vraiment doter les ASC de la commune et aussi doter les arbitres en équipement et en tableau d'affichage et aussi tout ce qui est nécessaire pour vraiment faire correctement le travail. Mamadou Diallo minimise les scènes de violence qui ont émaillé des compétitions. Mieux, il se dit satisfait de l'esprit sportif qui a prévalu chez les acteurs du mouvement Naveta. Il est vrai, ailleurs on entend des scènes de violence, mais ici nous rendons grâce à Dieu et nous remercions aussi les présidents de zone et les organisateurs parce que tout se passe comme prévu et on n'a pas enregistré vraiment des scènes de violence graves. Donc là, nous félicitons les organisateurs et l'ensemble des présidents et nous encourageons aussi cette jeunesse consciente vraiment qui a su garder l'image de la commune de Koussi pour ne pas verser dans la violence. Au nom des bénéficiaires, Amadou Toumanit, par ailleurs président de l'ASC Soukoutoto, s'est félicité des efforts consentis par les autorités municipales. Toutefois, il a rappelé que la principale doléance de la jeunesse reste liée au manque d'infrastructures. Le maire est en train de faire son effort par rapport à la jeunesse. On est encore de plus, parce que là où les jeunes font leur jeu aujourd'hui, vraiment on attend aussi à la mairie aussi de nous construire un stade bien occupé. Le maire a rassuré que l'équipe municipale va accorder une oreille attentive à ses préoccupations, non sans rappeler que les différents acteurs doivent s'impliquer pour bannir toute forme de violence dans les activités de vacances. Football à présent en France, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye se sont bien illustrés à Marseille qui s'est imposé face au Havre en Angleterre. Nicolas Jackson a marqué son deuxième but en championnat avec Chelsea et Idrissa Gana Gueye s'est blessé à l'échauffement avec Everton. Le Tour d'Europe des Lions est signé Cher Diop. D'abord en France, Crépin Diatta a ouvert son compteur but avec Monaco grâce à une passe décisive d'Ismaël Jacob. La SM s'est largement imposée devant Reims 3-1. Ismaïla Sarr a conclu le festival marseillais marquant le troisième et dernier but de son équipe face au Havre. Après son but marqué la semaine passée, Iliman Ndiaye a aussi été décisif dans ce même match. Son centre a été dévié dans ses propres buts par Arona Sanganté. Rassoul Ndiaye a lui été expulsé dans ce match. Montpellier-Strasbourg a été suspendu à cause d'un projectile reçu par le portier sénégalais. Mory Diaw a été évacué sur civière. En Angleterre, Chelsea est allé battre Burnley 4-1 avec le deuxième but en championnat de Nicolas Jackson, son troisième, toute compétition confondue. Pape Matar Sarr a encore été époustouflant avec Tottenham qui s'est imposé sur la plus petite des marges sur la pelouse de Luton Town. Cheikhou Kouyaté est entré en cours de jeu dans le nul vierge entre Nottingham Forest et Crystal Palace.
Blessé à l'échauffement, Idrissa Gana Gueye n'a pas pu participer à la victoire d'Everton face à Bournemouth 3-0. En Championship, Middlesbrough avec Sénidien est allé atomiser Sunderland 4-0. En Espagne, Patricis s'installe de plus en plus dans le 11 du Rayo. Il a joué l'intégralité du match nul 2-2 sur la pelouse du FC Séville. En Turquie, pour finir, Gaziantep s'est incliné 2-0 face à Istanbul Başakşehir avec un but contre son camp de Papi Mison, Djolobodji. Merci, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet media.sn. Bonne suite des programmes.